Je vais faire le compte-rendu d'un atelier de travail qui a réuni des entreprises et universitaires sur la question de l'innovation soutenable, comment transformer l'innovation en innovation soutenable. C'était d'ailleurs, ça rejoint ce que tu viens de dire de ce flottement qu'il y a dans la salle. Et donc je vais faire une rapide synthèse des travaux que nous avons menés entre le mois d'avril et le mois de septembre sur ce sujet. Est-ce que c'est... il faut que je vise là-dessus. D'accord. Donc ce groupe de travail était diversifié. Il a été réalisé grâce au support de l'association Innovation Citoyenne et j'ai eu le plaisir d'animer ce groupe de travail. Il y avait... il faut vraiment viser très proche. Donc Sylvie Brément, directrice digitale L'Oréal, Florence Morgan, direction responsabilité sociétale, innovation sociétale, stratégie digitale Harmonie Mutuelle, Élise Marcondella qui est dans la salle, enseignant-chercheur à Nancy et Pinal, centre de gestion économie, Angelo Beati, qui est là aussi, chargé de mission innovation à Reva, Jean-Pascal Desrumier également ici, direction innovation recherche SNCF, Patrice Lago qui n'est pas là, qui est directeur sur Nancy du laboratoire sériobiologique, qui fait partie du groupe ESF, Antoine Héron, qui est à ma droite, bien connu, et moi-même. Alors, quel était le problème à résoudre ? Le problème à résoudre était de dire que les dynamiques d'innovation cherchent à valoriser économiquement, financièrement des technologies, répondre à des besoins, et se pose la question qui est la question de en quoi l'innovation impacte-t-elle positivement ou négativement la société, qui est la question que nous avons intégrée dans cette réflexion. Donc nous sommes partis du constat que nous sommes à la veille d'une double rupture, une rupture écologique et une rupture sociétale, qui marque la fin d'un mode de développement, et que si nous souhaitons avoir une innovation soutenable, nous avons l'obligation d'intégrer et d'anticiper cette double rupture et de travailler en particulier sur l'acceptabilité sociétale de l'innovation. Et donc l'introduction sur les marchés d'une innovation qui ne serait pas soutenable, c'est-à-dire qui ne serait pas sociétalement acceptable, risquerait de se retourner contre l'entreprise qui l'a portée. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir dans le dialogue précédent qu'il y a effectivement une injonction paradoxale entre l'obligation d'avoir une viabilité économique, c'est ce que nous a rappelé M. Schelzer, et désormais de nous préparer à répondre aussi à une obligation d'acceptabilité sociétale. Alors, les deux questions sur lesquelles nous avons travaillé, c'est comment intégrer de ce fait la question des impacts sociaux, c'est-à-dire humains de l'entreprise, sociétaux, c'est-à-dire en fait les dynamiques qui se passent sur les territoires, et également environnementaux d'une innovation, dès sa conception, mais aussi dans sa production, dans l'ensemble du cycle de vie de l'innovation. Et deuxième question, c'est comment répondre de façon à la fois innovante et responsable à ces enjeux. Autrement dit, comment rendre toute innovation citoyenne et soutenable, sustainable development, socialement, sociétalement et environnementalement. C'est les deux questions sur lesquelles nous avons travaillé pendant ce temps. Alors, la question, enfin le fil conducteur qui nous a guidés, c'est le fait que notre conviction que désormais à la valeur de marché, valeur comptable et valeur de marché, se rajoute un autre niveau de valeur qui est un niveau de valeur sociétale, c'est-à-dire de réponse en fait aux attentes de la société, et que la question de l'innovation soutenable, nous avons la conviction, et nous avons confirmé cette conviction, que c'est un booster de création de valeur complémentaire par rapport à la seule valeur économique. Je vais vous lister, ce n'est qu'une synthèse et ce n'est qu'un résumé de nos travaux, mais je vais vous lister les 10 grandes questions que nous avons traitées et je vais vous donner un flash extrêmement rapide pour éclairer ces 10 questions. Alors, première question pour une innovation soutenable, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui va ébranler nos entreprises? Donc, autrement dit, quels sont les éléments de rupture, quelles sont les ruptures qui se préparent? Donc, je vous l'ai dit très rapidement, je le redis un peu plus précisément, c'est un élément extrêmement important, c'est le fait que nous sommes dans la fin d'un cycle de développement, d'un mode de développement dans lequel la question de l'utilité sociétale, l'utilité pour la société a disparu. Et donc, la somme des intérêts particuliers ne peut pas arriver à l'intérêt général. La recherche d'excellence qui a fait les 30 ou 40 dernières années, qui a permis de construire des écoles dédiées à cela, porte une logique de compétition qui empêche la coopération
Et elle sépare les activités, elle sépare les entreprises, donc elle sépare l'innovation de l'ensemble de la société et de la nature. La logique de croissance, uniquement basée sur le PIB pour un pays, sur le chiffre d'affaires pour une entreprise, est évidemment fondamentale pour assurer la viabilité économique, mais ne saurait être la seule définition du développement. Et vous savez d'ailleurs combien aujourd'hui certains pays, l'Israël, l'Allemagne, l'Italie, la France, les États-Unis sont en train de réfléchir à remettre en question ce thermomètre qui est le PIB comme seul indicateur du développement. Et donc cette logique de croissance est challengée et interrogée jusque dans sa légitimité. Donc l'innovation soutenable nous oblige à changer de modèle et nous oblige donc à accompagner ce changement qui est un véritable changement culturel. Je poursuis sur ces ruptures que nous avons analysées. J'en ai, je crois, 4 ou 5. Premier point important, c'est que l'innovation technologique, c'est un moyen et non plus une finalité. Il faut savoir en intégrer les impacts sociaux, sociétaux et environnementaux. Deuxième point important, c'est que la valeur change de logique. Vous avez vu ce petit film encore ce matin, vous avez vu cette petite fille de 8-10 ans qui le dit en français, les entreprises seront évaluées en fonction du soin qu'elles ont vis-à-vis des autres. Vous vous souvenez de cette petite phrase? Et cette petite phrase est absolument extraordinaire car elle résume la totalité de la démarche de responsabilité sociétale, mais elle est redoutable parce que qu'est-ce que ça veut dire le soin qu'une entreprise apporte aux autres? Qui sont les autres? Comment évaluer ce soin et qui va évaluer ce soin? Donc on est à l'aube d'un changement de logique absolument radical, c'est-à-dire à la racine, de la question de qu'est-ce que c'est qui fait valeur et comment on va évaluer ce qui fait valeur. Une question difficile. Et à ce stade, d'ailleurs, je mettais ici assurance, fiscalité, banque, douane, a été évoqué hier le travail que fait Generali de discrimination positive de sa police d'assurance en fonction des entreprises qui peuvent apporter la preuve d'une démarche de responsabilité sociétale. On va dans ce sens, effectivement, d'intégrer dans la valeur économique la question de la valeur sociétale. Alors, troisième point que nous avons retenu, c'est que la société économique est obligée d'aller vers la société tout court. Les critères d'évaluation qui sont basés sur la seule performance individuelle et financière vont devoir s'ouvrir à la manière dont s'obtient cette performance. Quand on dit que l'entreprise va être évaluée en fonction du soin qu'elle a vis-à-vis des autres, c'est-à-dire qu'il faudra qu'elle apporte, il faut évidemment qu'elle continue à apporter une valeur, et là-dessus, Louis Chazer a une réponse tout à fait admirable sur l'obligation de viabilité économique, mais en même temps, il va falloir aller au-delà, c'est-à-dire de regarder comment cette valeur a été obtenue. C'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour un pays, c'est vrai pour n'importe quel type de projet, et notamment d'innovation. Quatrième point, ce que je suis en train de vous dire interpelle la question de notre business model, le business model de nos entreprises et le mode de gouvernance. Car finalement, c'est cette interpellation radicale, encore une fois radicale, ça veut dire à la racine, cette interpellation de revenir à la racine de nos activités comme ayant une utilité vis-à-vis de la société, donc c'est-à-dire vis-à-vis de la planète et des humains, ça pose la question de comment l'innovation conforte, impacte de non-agression du vivant. Si nous faisons le constat aujourd'hui, le vivant et le mécanisme de réciprocité avec le vivant, le mécanisme de reconstitution du vivant est rompu et va conduire à cette double rupture, comment chacune de nos innovations devient contributeur de ce pacte de non-agression avec le vivant. Deuxième question que nous avons évoquée, c'est quelle est la place de l'entreprise dans la société, et notamment à l'époque du digital, du numérique, de l'omniprésence partout par l'information. Donc, il est clair que pour nous, l'entreprise est une cellule dans un écosystème vivant. Une entreprise ne peut pas être prospère sur un territoire qui n'est pas prospère, et que l'entreprise a intérêt à conforter la prospérité de son territoire si elle veut conforter la sienne propre. Donc, le point important ici, qui va toucher la manière dont s'élabore une innovation, c'est de créer de la confiance en rendant explicites les points sur lesquels nous sommes en désaccord, évidemment les points sur lesquels nous sommes en accord, et ce qui nécessite de partager entre l'entreprise
et les parties qui sont impactées par l'entreprise, ou entre les porteurs d'innovation et les parties impactées par l'innovation, de partager un diagnostic sur quels sont les enjeux de la société qui sont impactés par cette innovation et quels sont les impacts sur ces enjeux, et également de partager nos convictions sur l'importance des choses. On a parlé hier de valeurs. Vous voyez que je l'utilise ici à 2 titres. Les valeurs, c'est-à-dire ce qui est important pour nous, ce qui est essentiel pour nous, mais aussi ce qui a créé de la valeur. Donc c'est quelque chose qui impose d'être partagé entre les porteurs d'innovation et ceux qui seront les utilisateurs ou les parties impactées. Troisième question, quels sont les leviers qui permettent de parvenir à l'intérêt général? On en a mis 3. Une approche soutenable, sustainable, c'est-à-dire une approche qui se fait pas à pas, elle est incrémentale, qui permet, est-ce que l'innovation enrichit ce qu'on pourrait appeler le patrimoine commun, c'est-à-dire tout ce que nous avons hérité de nos anciens, la nature, nous-mêmes, notre espèce, notre culture, la technologie, la science, etc. Et également le patrimoine que nous avons en charge de léguer d'une manière plutôt enrichie que dégradée à nos successeurs. Donc approche soutenable, donc bien sûr innovation technologique, diversification sur les marchés, nouveaux produits, c'est un point entendu, mais également une innovation qui réduit les externalités négatives sur les enjeux du développement et augmente les externalités positives. Externalités, c'est tous les effets qui seraient portés par l'innovation et qui seraient amenés à impacter les enjeux du développement. Deuxième levier, c'est la question de pouvoir dialoguer avec ces parties prenantes, c'est-à-dire les parties impactées par le projet d'innovation et puis par l'entreprise et plus globalement par les communautés. C'est pas pour faire chic, c'est pas pour faire joli dans un rapport, c'est parce que les parties impactées ont leur point de vue, elles ont leurs lunettes, et que depuis leurs lunettes, elles se posent des questions que vous ne vous posez pas, peut-être pas, et en tout cas, elles apportent des regards et donc des solutions auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Et que donc, du coup, par nature, l'innovation soutenable ne peut être que participative, voire même collaborative. Je fais une différence entre participatif et collaboratif. Participatif, c'est moi qui décide le cadre et je vous demande votre avis. Collaboratif, on va imaginer le cadre ensemble et les règles du jeu ensemble. Donc il y a une différence importante à ce niveau. Troisième levier, c'est de renforcer précisément la relation collaborative, et j'ai mis un focus ici plus particulier avec les fournisseurs et les clients. C'est pas que ça remplace ces parties prenantes, mais je mets un focus car, en tout cas personnellement, j'ai une expérience de pas mal d'années sur les démarches d'achat collaboratif avec des fournisseurs, sur les filières responsables, et je peux vous assurer que quand on passe d'une posture prescriptive avec des fournisseurs, y compris dans ce qui s'appelle les achats durables, c'est du style, tu me réponds à ces 40 critères durables sinon tu es déréférencé, à une posture collaborative où on va imaginer ensemble quels sont les critères qui sont importants parce qu'on partage un diagnostic sur les enjeux et les impacts, et ben je peux vous assurer que ça change tout sur la relation entre client et fournisseur, et que le fournisseur n'est plus un centre de coût, mais devient au contraire un élaborateur de valeur, constructeur de valeur. Donc voilà les 3 leviers. 4e question, comment innover au regard des nouveaux usages? On a parlé de mobilité dans la séquence précédente. Il y a de nouveaux usages dans un contexte de révolution sociétale, alors qu'on continue à utiliser des mécanismes anciens d'innovation. Donc, un élément important que nous avons évoqué, c'est d'élargir le champ de la réinvention. Alors, je m'explique. Au début, vous savez tous, on a introduit des nouvelles méthodes, le Cradle to Cradle, il y a un très bon bouquin dehors qui est là. Trouver la solution au problème, etc. Ça répond assez bien à la question de comment on peut optimiser des domaines comme optimiser la ressource, les entrants, optimiser les déchets, les émissions, les rejets, les sortants, etc. Donc super, très bien. Mais je me pose la question, nous nous sommes posé la question, est-ce que c'est de l'innovation ou est-ce que c'est simplement de la bonne gestion? Car si nous ne nous interrogeons pas sur le réusage ou sur la fonctionnalité liée au produit, il est probable que ce soit simplement que de la bonne gestion et pas de l'innovation, en tout cas soutenable. Donc, la complexité sociétale, la complexité de la société, vous savez, complexité, ça veut dire ce qui est interdépendant et ce qui est aléatoire. Donc, la complexité de la société arrivant, on se rend compte qu'il faut aller plus loin et que les approches d'innovation responsables à tous les niveaux marquent une rupture dans le processus d'innovation. Donc, accepter d'intégrer des enjeux qu'on ne voulait pas voir,
changer notre manière de penser et d'être, et donc c'est l'introduction de tout un tas d'éléments qui sont tout à fait non familiers de la plupart de nos entreprises. C'est d'oser la subjectivité. La subjectivité étant la distance d'interprétation entre un projet, une entreprise et ses parties impactées, fait partie de l'innovation. J'entends beaucoup, je suis pourtant moi-même ingénieur de formation, mais donc je suis un peu piqué génétiquement, mais j'entends quand même beaucoup dans les entreprises que la seule chose qui compte, c'est l'objectivité. Il faut objectiver, il faut tout mesurer, sinon on ne sait pas manager. C'est vrai, c'est dans un certain axe, c'est tout à fait exact, mais pour pouvoir accompagner cette rupture sociétale, osons la subjectivité, c'est-à-dire osons les perceptions différentes des acteurs qui ont des grilles d'interprétation différentes de la vôtre. C'est ça que ça veut dire, la subjectivité. Et donc, osons également la logique floue. Ce n'est plus, là c'est un ingénieur qui vous parle, ce n'est plus soit vrai, soit faux, c'est que c'est du peut-être, parce que le résultat et la performance va dépendre de ceux qui la regardent, et vont dépendre évidemment du contexte. Et ce qui est vrai ici sera jugé faux là-bas, et il y a des multiples exemples à ce sujet. Donc c'est que la performance ne résulte plus d'un calcul, mais résulte d'un dialogue entre les parties. Et c'est une rupture fondamentale dans le mode de la complexité. C'est le fait que l'analyse analytique chère à nos ingénieurs dont je suis, elle continue à être absolument indispensable pour faire rouler une voiture ou pour faire tenir un pont, ou faire lever une fusée, c'est évident, mais elle ne suffira plus elle est nécessaire, elle n'est plus suffisante pour aborder la soutenabilité du développement qui, elle, est dans une approche systémique, c'est-à-dire que tout est dans tout et réciproquement, que tout est aléatoire, tout est interdépendant. Et là-dessus, la seule posture analytique n'est plus suffisante pour adresser ce champ de cette complexité. Donc, autrement dit, se fait apparaître ici un point extrêmement important qui est donc changer notre manière de penser et d'être, formation d'un type nouveau et repasser par de la sensibilisation en interne comme en externe. Alors j'ai pris ici juste un exemple, l'exemple de Toffler sur le prosumérisme. Vous savez que le prosumérisme, qui est en fait le fait que les consommateurs deviennent eux-mêmes des producteurs. Donc on le voit, la multiplication des blogs, des clips vidéo, des applications pour les cellulaires, etc. Mais également les producteurs sont en train de devenir des consommateurs. Les entreprises se nourrissent d'idées qui sont véhiculées sur le web par les internautes. Donc le mot-clé du succès de l'innovation, c'est la coopération. C'est un mot qu'on utilise depuis des dizaines d'années, on l'a utilisé dans un certain champ jusqu'à maintenant. Là, je suis en train de vous appeler à l'utiliser dans un autre champ, qui est le champ du dialogue multi-grille d'interprétation multiculturelle. Donc la compétence du XXIe siècle ne sera pas technique, la compétence à acquérir, c'est la compétence du dialogue. C'est joli, c'est un joli mot, mais le dialogue, c'est de ne pas simplement s'envoyer une newsletter, c'est pas simplement de dire c'est super ce que vous dites, merci, et puis je m'en vais, c'est comment on va faire ensemble, notamment lorsqu'on est en désaccord sur tout. Et je travaille beaucoup pour des entreprises qui ont des parties prenantes en désaccord absolument total, et bien comment on trouve un point de convergence avec une partie prenante qui est en désaccord sur tout, y compris sur votre business model, et comment on fait quelque chose avec cette partie prenante. Et le dialogue, il commence lorsque vous commencez à faire quelque chose, et non pas simplement quand on se parle. Donc la vraie compétence du XXIe siècle sera celle de ce dialogue-là, ce dialogue interactif. Cinquième question, comment ne pas tomber, c'est bon en termes de timing, j'ai encore 10 minutes? Voilà. Comment ne pas tomber dans le piège d'une innovation qui travaillerait pour elle-même? Autrement dit, comment donner de la consistance à l'innovation, au-delà de simplement son domaine technique ou marketing. Et là-dessus, cette question pour nous interpelle les acteurs classiques de l'innovation, leur technique. Qu'est-ce qui fait que je prends en compte les enjeux de la société dans mon innovation? Et ça vaut pour une entreprise, évidemment. Qu'est-ce qui fait que je prends en compte ces enjeux? Quels sont ces enjeux? Comment je les prends en compte? Et donc, la difficulté qu'on trouve ici, sur laquelle on a pas mal parlé, c'est le fait qu'on a tous, moi le premier, on a des rigidités mentales, on a un disque culturel qui est dûment imprimé, et qu'il est difficile effectivement d'en sortir. Et notre disque culturel de notre modernité occidentale, et en particulier en France, c'est un disque culturel qui fait que nous travaillons en dichotomie, nous travaillons en séparation. Nous avons une séparation en particulier analytique. On adopte les règles culturelles de notre milieu, c'est normal, c'est humain. Donc comment faire pour sortir de ce disque dur culturel pour pouvoir aller dans le champ de la complexité? Alors la question c'est faut-il, qu'est-ce qui se passe? Bon, tous d'accord pour changer le monde, mais par où on commence? Voilà une bonne question. Voilà une excellente question. Rencontre citoyenne. Alors, une question qu'on s'est posée, c'est faudra-t-il attendre un choc culturel majeur
pour nous re-questionner et donc nous changer. Fukushima a été un choc important. Il est, à mon avis, pas suffisamment important pour rentrer dans cette logique-là. Mais qu'est-ce que pourrait être un Fukushima qui, lui, soit suffisamment majeur pour nous faire rentrer dans cette complexité? 6e question, quel sens donner à l'innovation au regard des attentes de la collectivité, des communautés, enfin de la communauté humaine? Et là, j'ai vraiment distingué innovation et innovation soutenable. Innovation, ce que nos clients sont prêts à acheter, et j'avais préparé cela sans du tout penser que Louis Schetzer serait présent, donc c'est une coïncidence tout à fait involontaire, mais j'avais mis ici Renaud Logan et rétro-innovation, et innovation soutenable, c'est-à-dire ce qui va enrichir le patrimoine commun. Et moi, j'étais très frappé par le directeur développement durable de Jean-Louis Jourdan de la SNCF, qui nous avait décrit le programme de travailler sur la démobilité, comment la SNCF va pouvoir-t-elle gagner de l'argent avec des gens qui ne prennent plus le train. Et je trouve que c'est une question absolument remarquablement bien posée, et qui pose la question de allons-nous développer notre métier d'une manière qui enrichisse le patrimoine commun. Donc, je reprends le slogan qu'on avait parlé pour Renault, qui avait inventé, à nous d'inventer la vie qui va avec la voiture, ben, ce serait à nous d'inventer le sens qui va avec le projet d'innovation. 7e question, comment éviter qu'une innovation de rupture ne bloque une entreprise? Ce qui est une vraie question. On a effectivement les freins de court terme, les habitudes des acteurs techniques, on a l'habitude culturelle, surtout dans notre pays, d'avoir une pensée plutôt analytique que systémique. On ne connaît pas bien les mécanismes qui font qu'une société, qu'elle soit locale ou globale, se développe. On parle de développement durable, mais pas grand monde ne parle de développement tout court. Qu'est-ce que c'est que le développement? Qu'est-ce qui assure le développement? Qu'est-ce qui dégrade le développement? Et donc là-dessus, on a évoqué les pistes de progrès qui étaient de travailler sur, acquérir la capacité d'analyser la société sous l'angle notamment stratégique, comment accompagner le corps social de l'entreprise dans cette mutation, qui est une vraie mutation culturelle, et comment faire fructifier, canaliser les innovations qui sont pratiquées, comment les canaliser dans un sens qui soit plus soutenable. 8e question, comment travailler à l'excellence par des démarches participatives et collaboratives? Alors, on est parti de la question des territoires de connaissances, qui sont des territoires physiques mais aussi virtuels, immatériels en tout cas, plutôt, qui sont basés sur le lien entre ce qui fait la prospérité de l'entreprise et ce qui fait la prospérité du territoire. Et donc, c'est vraiment une entreprise, de notre point de vue, qui gagnera sur les projets d'innovation soutenable, seront celles qui seront capables de mobiliser les expertises et les intelligences, bien évidemment en interne, ce qui est déjà un travail formidable, mais aussi en externe, sur les territoires, les villes, les organisations. Et d'ailleurs, au passage, la notion d'interne-externe est en train d'exploser complètement, elle n'a plus grand sens, puisque chacun des salariés, chacun des femmes et des hommes de l'entreprise sont eux-mêmes partie prenante, sont eux-mêmes consommateurs, citoyens, élus locaux, militants associatifs. Donc la notion d'interne-externe est en train de voler en éclats, et je trouve que c'est important de le retenir. L'innovation collaborative, donc je vous ai dit rapidement la différence que nous avons fait entre participatif, je détermine la règle du jeu et je vous demande, je vous sollicite votre avis, et collaboratif, où nous allons élaborer ensemble la règle du jeu. Passage de la compétition à la coopétition, coopération, créer de la confiance avec une vision partagée, des valeurs partagées. La question de la confiance devient le booster de création de valeur. Si tu veux voyager vite, va seul. Si tu veux voyager loin, va en groupe. Cela change la manière de penser. Les leviers pour motiver les équipes sont différents. Et évidemment, lorsque une entreprise associe pleinement sa RH à cette transformation, elle a plus de chances d'aller loin sur ce sujet. 9e question, comment piloter une innovation soutenable? Notre réponse, qui peut paraître facile, c'est d'innover l'innovation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord d'identifier quelles sont les ruptures sociétales et quels sont les modèles économiques qui impactent l'entreprise et la société. Ça nécessite de définir le périmètre de l'innovation, car évidemment ce dont je vous parle est beaucoup plus large que l'innovation technologique et économique. Elle touche des territoires inconnus, et donc il y a un moment donné, il faut définir ce périmètre. On ne peut pas tout faire. Revisiter la relation avec nos parties prenantes, et ça nécessite de penser en dehors de la boîte. Réfléchir à la différence entre besoins et intérêts.
je peux avoir... est-ce que je suis intéressé par je sais pas, un iPhone 45 Est-ce que c'est un intérêt? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est un véritable besoin? Et cette question-là est absolument redoutable. Ensuite, c'est de travailler aussi sur la différence entre communication et réputation. Vous savez que l'image se travaille. Ouais. Vous savez que l'image se travaille par de la com, la réputation se travaille par de l'action. Vous n'aurez confiance en moi que si vous faites quelque chose avec moi, et non pas parce que j'ai mon visage sur toutes les 4 sur 4 de Paris. Donc c'est vraiment de pouvoir intégrer cette question de confiance au cœur même du processus d'élaboration de l'innovation. Ça nécessite aussi de décloisonner l'entreprise et donc de travailler sur l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est qu'est-ce qui va précisément travailler sur les flux de perception, les flux qui créent de la confiance. Ensuite, revisiter la façon dont nous réalisons notre business. Donc c'est structurer la stratégie de l'entreprise autour de référentiels qui intègrent des critères sociétaux. Ce n'est pas simplement des grilles d'indicateurs, ce sont des critères de maturité vis-à-vis des enjeux de la société. Et donc, il devient absolument fondateur de l'innovation soutenable que de positionner son entreprise et donc son projet sur de tels référentiels. On vous a parlé hier de l'ISO 26000, qui est aujourd'hui le référentiel de convergence sur le sujet. Prendre en compte les parties prenantes dans l'évaluation même du caractère soutenable de l'innovation, évidemment plus largement de l'entreprise, dans l'évaluation des critères eux-mêmes, d'évaluation contexte par contexte, les critères sont différenciés. C'est pour ça que l'ISO 26000 n'est pas certifiable, c'est qu'il ne peut pas y avoir un référentiel d'exigence valable pour le monde entier, avec un modèle d'évaluation unique pour le monde entier. Donc rentrons dans cette logique floue qui est la contextualisation. Évidemment, c'est un petit peu plus complexe que l'innovation tout court. Mais c'est plus créateur de valeur, je peux vous l'attester. Innover, et puis dernier point sur comment innover l'innovation, c'est aussi innover sur soi-même. Et nos amis qui travaillent sur les dimensions comportementales ont du travail à faire, Jacqueline. Donc travailler sur soi-même, se transformer soi-même, permettre d'introduire une approche de conduite du changement qui soit elle-même productrice de sens. Je suis désolé, je vais très vite. Évaluer la pertinence de l'innovation soutenable. Cette question de pertinence, j'attire votre attention que la question de la pertinence, c'est la question de la relation entre votre innovation et les impacts sur la société. Votre innovation sera peut-être viable économiquement, mais pas du tout pertinente si elle n'a pas adressé les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. Donc comment vous allez évaluer que votre innovation a amélioré ces enjeux de la société? Dernière question que nous sommes posée, comment utiliser la RSE elle-même, responsabilité sociétale, comme un projet d'innovation en tant que tel. Donc là, je monte d'un cran. Et donc nous avons évoqué quelques points. Premier point, c'est un point très important sur l'évaluation de la performance sociétale, qui est probablement le sujet le plus redoutable et le plus complexe qui est devant nous. Aujourd'hui, j'ai tendance à considérer, ça fait 36 ans que je travaille sur ce sujet, j'ai tendance à considérer qu'on n'en est même pas encore à la préhistoire. Donc tout est devant nous sur notre capacité dans nos organisations, notre capacité dans nos projets d'innovation, d'évaluer ce qui fait développement, ce qui fait société. Donc c'est passer du retour sur investissement à l'évaluation de l'utilité. Quand je dis passer, ça ne veut pas dire qu'on supprime le retour sur investissement, bien évidemment, mais c'est rajouter plutôt à l'analyse retour sur investissement celui de l'utilité. C'est faire en sorte d'accepter que l'évaluation de performance, elle soit contradictoire, et que donc elle résulte d'un dialogue et non pas d'un calcul, et que ça nécessite effectivement de co-construire avec ses parties prenantes le référentiel d'évaluation. Ensuite, c'est tout ce qui est en train de s'ouvrir aujourd'hui en matière d'open minding, donc de open innovation, open source et innovation collaborative. Donc il y a énormément de choses qui sont en train de se développer avec du meilleur, avec du pire, à regarder de très près. Je n'ai pas le temps de vous donner plus de précision là-dessus. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'open mining a des conséquences sur le business model de nos entreprises. De plus en plus d'entreprises font d'ailleurs, finalement, externalisent leur R&D auprès du consommateur lui-même, avec du meilleur et du pire.
Innovation intégrée, c'est placer l'innovation au cœur de la relation entre votre responsabilité sociétale et la question de la soutenabilité du développement, qu'on peut appeler développement durable. Donc c'est construire votre référentiel RSE, et cela vous fera passer d'une logique de coût à une logique de valeur. Innovation par l'expérience, ça se développe déjà depuis quelques années, mais de plus en plus, l'innovation par l'expérience des dirigeants, des consommateurs, des salariés, va se développer, puisqu'on est dans cette économie, on rentre dans cette économie de l'expérience. Innovation ascendante, rapport de force entre intérêt de la société et de l'entreprise. Donc c'est Antoine qui me rappelait que lorsque tu étais à Renault, Louis Schetzer disait en permanence que toute idée qui venait d'un membre du personnel est la sienne. Donc c'est vraiment cette idée qui est là. Ensuite, innovation consciente, c'est cette conscience du lien entre votre innovation et la société, ce qui enrichit ou ce qui dégrade la société. Et cette conscience doit pouvoir être appropriée par tout le corps social de l'entreprise, et en particulier par les dirigeants, les marketeurs, les concepteurs, les publicitaires. Et j'ai mis ça à dessein car souvent les marketeurs, concepteurs, publicitaires ne sont pas ceux qui sont les plus en avance sur ce sujet la plupart du temps. Et donc comment nous les aidons à intégrer cette dimension. Et puis terminer par l'économie sociale et solidaire, qui est un champ énorme d'innovation. On a vu hier Michel Marty sur les jardins de Cocagne. Et donc voilà les quelques éléments que nous avons évoqués pour utiliser la responsabilité sociétale comme un projet d'innovation. Merci beaucoup aux membres du groupe de travail, notamment ceux qui sont là.